Je fais pas souvent d'ailleurs cet exercice de podcast croisé et c'est vrai que je suis vraiment ravi et honoré de pouvoir recevoir un podcasteur québécois dans cette si belle région que je rêve de pouvoir visiter un jour. Pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es et d'où tu viens? Oui, ben mon nom c'est Félix Tremblay. Je viens de la ville de Québec, au Canada, dans le province de Québec, la plus vieille ville en Amérique du Nord, fondée en 1608. Donc ça reste une jeune ville comparativement à l'Europe, mais ça reste une ville qui ressemble à plusieurs Américains viennent se marier à Québec parce que c'est l'accès à l'Europe de façon économique. Donc c'est ça la ville de Québec. C'est une belle image, effectivement. Ouais. On voit pour les personnes qui ont la vidéo dans le cadre de cet enregistrement, derrière toi, il y a un super maillot Anter Selva. C'est quoi comme sport? C'est le sport, le biathlon. C'est un de sort, celui-là, c'est Jean-Philippe Le Gallec, un athlète canadien qui a compétitionné, qui a commencé avec les Jeux de Turin. Ses premiers Jeux olympiques ont été à Turin. Il a pris sa retraite en 2014 à Sochi. Il a aussi fait les Jeux de Vancouver. Il a gagné une médaille d'or en Coupe du monde de biathlon dans toute sa carrière. Si je ne me trompe pas, c'est en 2012 à Östersund, en Suède. Et euh, ça reste que JP, on a eu beaucoup de contacts. On s'entraînait au même centre d'entraînement. Et au courant de ma carrière, j'ai eu la chance qu'il m'offre un dossard signé. C'était un relais en Tolz, en Italie, qui vient d'avoir les Jeux olympiques là, de 2026. Mhm. Donc, c'est un centre de biathlon vraiment exceptionnel pour ceux qui ont eu la chance de regarder les Jeux olympiques. Mais c'est tellement beau en Tolz, là. Donc, on perçoit effectivement que tu as un passé sportif, peut-être même un présent sportif. Tu pratiques le biathlon encore? Malheureusement, non. C'est un sport qui est quand même très dispendieux. Euh, je vais comparer avec la France. La France, il y a quand même des centres d'entraînement de biathlon quand même très accessibles et la Norvège encore plus. Au niveau du Québec et du Canada, les centres d'entraînement, il faut faire de la route. Il faut conduire. C'est pas accessible en transport en commun. Celui à Québec est sur une base militaire, donc on peut pas aller sur le champ de tir tout seul. Il faut toujours être accompagné d'un officier de champ de tir formé militaire. Donc, ça fait que le sport reste qu'il y a beaucoup d'obstacles d'accessibilité pour pratiquer le sport. Ça reste un sport très dispendieux. Une carabine, c'est rendu à 6 000 On peut parler, puis là, en termes d'euros, c'est 4 000 euros, là, une carabine. Puis par la suite, chaque munition, chaque balle qu'on tire, c'est des coûts qui s'ajoutent. Puis ils sont pas vraiment réutilisables. Donc, je pense dans le top de ma carrière, le plus gros montant que j'ai dépensé en une saison juste en munitions, c'est à peu près 300-400 euros. Juste en munitions pour l'année. Ouais. Effectivement, il y a des sports où c'est le prix peut-être d'une paire de chaussures ou deux paires de chaussures moyennes. Donc c'est sûr que si c'est ça, uniquement les munitions sans compter tout ce qui est déplacement, c'est un peu compliqué. Et ton quotidien Exactement. sportif, il est orienté autour de quoi actuellement? Depuis 3 ans, je m'oriente un peu plus vers la course à pied et le vélo. Ce sont deux sports que je pratiquais à l'entraînement de biathlon, aux entraînements d'après-midi de biathlon. Le matin, pour un horaire là, de quotidien d'un athlète de biathlon, c'est le matin, il va s'entraîner en ski à roulettes pendant l'été avec en combo, soit du tir et du ski ou juste du tir, juste du ski. Mais l'après-midi, notre deuxième entraînement, ça peut être une très longue sortie de ski à roulettes quand on est en temps d'entraînement. Mais sinon, quand c'est une journée bien normale, souvent, ça va être une très longue course ou une très longue ride de vélo. Donc, ça peut varier entre 45 minutes à 3 heures de vélo en après-midi. Puis avec le temps, en arrêtant le biathlon, je suis au Québec. Cet hiver, on a eu un hiver énormément long. La première neige, on l'a eu début novembre. Puis encore, on a de la neige aujourd'hui, là, à la fin avril. Ça commence. Ben, ça commence. C'est pas mal fondu à 95% présentement, mais il y a encore des places qui ont de la neige en ce moment sur les pistes cyclables. Donc, si on veut courir dehors l'hiver, c'est dans la neige. Si on veut faire du vélo, c'est plus sur Zwift, sur nos bases d'entraînement ou vie. Mais c'est ce qui fait que pendant l'été, le ski à roulette,
pour pouvoir en faire, ben, soit qu'on le fait dans la rue, c'est comme toléré, c'est pas tout le monde qui sont au courant de c'est quoi. Des fois, il peut y avoir des petites situations sur les pistes cyclables. Nos pistes cyclables sont pas énormément larges. Et le biathlon, c'est le pas de patin en ski de fond. Donc, on prend quand même une bonne largeur. Donc, si vous imaginez une piste cyclable, mettons standard là, qu'on a, nous, ça peut avoir 3 à 4 mètres de largeur par voie. Donc, si c'est une voie face à face, ben, ça va avoir 6 mètres. Ben, dites-vous que les réglementations en biathlon, pour avoir une piste de biathlon, il faut qu'elle soit 6 mètres de large au complet, tout le long, pour avoir à peu près 2 personnes de large. Donc, si on est sur la piste cyclable, en skate, en pas de patin, en ski à roulette, on prend la voie au complet. Donc, puis là, avec les bâtons qui sont 1,50 m, 60, ça peut faire des faux mouvements et tout. Ça que c'est pas le sport le plus facile à pratiquer en ville, qu'on pourrait dire. Donc, c'est encore des déplacements qui s'ajoutent. Donc, en faisant de la course à pied, du vélo, ça me permet de vraiment pouvoir faire du sport à l'année sans trop de difficultés. Mais oui, je fais encore du ski de fond. Je crois effectivement comprendre quand j'entends les expériences, en tout cas ce qui a l'air d'être un retour d'expérience quand tu dois courir, t'es entraîné sur la voie hyper large avec les bâtons, donc je pressens que c'est du vécu ça clairement. Mais comment est-ce que tu t'y prends en hiver en tout cas moi j'ai une image du Québec sous la neige où tu arrives à peine à ouvrir la porte, où tu as 1,50 m de neige, donc comment est-ce que tu t'y prends pour courir justement dans ces conditions extrêmes? Tu arrêtes pendant 3-4 mois ou tu arrives à trouver des solutions alternatives? Plure d'oignon. Là, ça va sonner très québécois ce que je viens de dire, là. Oui. Mais s'habiller avec du linge technique, moi, ça a été le secret. Veux pas dans le biathlon, il y a eu une année qu'on a eu du gros froid extrême. On a eu 3-4 entraînements dans la saison. Normalement, c'était un. Il y a un entraînement dans la saison qui va faire -22, -20 sur le mercure. Donc, c'est pas la température de la neige, c'est pas la température de l'air, c'est pas le facteur vent, c'est vraiment le mercure à -20, à peu près -18, -20. Et à ce moment-là, juste pour vous l'imaginer, sur mes jambes, j'avais 3 couches. Donc, j'avais une combine, j'avais mon skin de compétition, puis par-dessus, j'avais un survêtement chaud. Et en haut, sur le corps, j'avais 4 épaisseurs. Donc, je commençais avec une combine, ensuite le kit de course, puis je pouvais mettre un autre manteau. Et je mettais un manteau de ski alpin pour faire mon échauffement. Oui. Et dans les mains, je mettais mes gants de compétition, puis je mettais des mitaines par-dessus pour faire mon échauffement, pour m'assurer d'être bien chaud. Et quand je commençais à avoir chaud, là, je commençais à enlever des couches. Mais c'est le même principe quand on va courir. Ben, l'hiver, avoir 3 épaisseurs au niveau du corps, c'est le minimum. Puis, une chose que je veux aussi mentionner, c'est que j'ai fait de la compétition pendant 8 ans. Dehors, l'hiver, à m'entraîner à longueur d'hiver. Ça m'a pris à peu près 5 ans à 6 ans découvrir c'était quoi mon mix parfait de couches d'oignons. De kit de vêtements. Il y en a pour qui c'est des laines de Mileno, il y en a pour qui c'est des vestes un petit peu plus doublées, il y en a que c'est plus mince. Moi, je suis quelqu'un qui est quand même vraiment chaud. Donc, ma couche extérieure, c'est un manteau de printemps, là, qu'on pourrait dire. C'est un manteau Swix, là. C'est 0 doublé. Là. Mais en dessous, je peux mettre 1 à 2 couches ou 3, tout dépend de la température. Puis c'est comme ça me permet de ne pas avoir froid. Oui, des fois, on gèle des mains. Idéalement, on essaie de pas se rendre là. Puis après ça, au niveau des cuisses, quand on court, c'est sûr que les cuisses sont quand même très chaudes, mais les quadriceps, là, face au vent, il faut trouver sa paire de pantalons. Puis ça, il faut juste l'essayer. Faut trouver ce qui te permet de conserver la mobilité. On a beaucoup parlé de sport, mais justement, alors tu as parlé du nombre d'années où tu as réalisé du sport de haut niveau. Tu occupes tes journées à quoi, indépendamment du podcast? Parce que je sais à quel point un podcast peut être prenant.
Maintenant, aujourd'hui, après le biathlon, je peux faire une petite histoire courte. Je suis retourné aux études. J'ai fait mon collège. Par la suite, j'ai fait mon université en administration des affaires en profil finance. Il y a eu une journée que je travaillais au ministère des Finances du Québec avec des personnes ultra intelligentes, mais j'ai pas parlé à une seule personne de toute ma journée parce que j'étais tout seul avec mon fichier Excel. À ce moment-là, j'ai dit, ouais, non, c'est peut-être pas pour moi ce milieu-là précisément de la finance. Et de fil en aiguille, j'ai tombé dans une firme d'analyse d'affaires en informatique, en IT. Et maintenant, je suis chargé de projet, coordonnateur de projet, Scrum Master pour ceux qui sont dans le milieu, là, de projet informatique. Donc, je gère des rencontres, je gère des équipes, je gère des plans de travail puis des processus. Donc, c'est ça, mon quotidien que je fais du lundi au vendredi, 2 jours. 2 jours, exactement. Et de nuit, bah, tu animes, j'allais dire tu co-animes, non, tu animes un podcast, mais en fait, je serais tenté de dire que c'est 2 podcasts, parce que un des points particuliers et remarquables que j'ai identifié assez rapidement avec ton profil, c'est que tu proposes un podcast francophone, mais également anglophone. Et ça, il va falloir que tu m'expliques comment tu fais les connexions dans ton cerveau, parce que j'en ai qu'un seul en français et ça me prend déjà énormément de temps. Donc, comment est-ce que tu arrives à gérer une ligne éditoriale en 2 langues? Le podcast en français, c'est le podcast Santé Sport. On l'a pas encore nommé, je pense, mais c'est le podcast Santé Sport. Euh, c'est un podcast qu'on parle de santé et de sport, grosso Oui. modo. Je sors un épisode par semaine. Donc, le jeudi. Oui, ça, c'est vraiment beaucoup de travail. Par la suite, il y a eu un moment que j'avais, avec mon parcours de biathlète, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes partout au Canada, partout dans le monde aussi. Et certaines de ces personnes-là parlaient uniquement anglais. Et je voulais pas prendre un podcast francophone où que j'avais quand même beaucoup de Québécois et de Français qui écoutaient le podcast, puis venir mettre un épisode anglophone au travers. Donc, je me suis dit, je vais en partir un en anglais. On va voir ce que ça va donner. Et ben honnêtement, là, si on regarde les statistiques aujourd'hui, c'est vraiment pas la lune. C'est le jour et la nuit. Ben, c'est la lune comparativement au gros soleil que j'ai du Oui. podcast en français puis des statistiques. C'est pas de quoi qu'au niveau des statistiques est vraiment énorme, mais je m'en fous. C'est un podcast qui me permet de rencontrer du monde à l'international dans d'autres pays qui parlent. Des fois, l'anglais, c'est eux leur deuxième langue aussi. Donc, ça permet d'aller chercher une communauté un peu plus grande. Puis, moi, d'avoir accès à des professionnels puis des experts ou des athlètes dans leur milieu. Puis maintenant, avec Internet, on peut le voir là, aujourd'hui, ça permet de faire des très grandes choses. Et au niveau d'anglophone, je vous dirais que quand j'étais au 5e année du primaire, on a 10-11 ans, j'ai été dans un programme moitié en français, moitié en anglais. Mon père a travaillé pour une firme d'assurance à Québec, mais il travaillait pour une division de Toronto, avec la gang de Toronto. Donc, il parlait énormément en anglais. Chez nous, l'anglais a toujours été valorisé. En fait, les langues, je pourrais même dire. Mon grand frère parle espagnol, mon père parle très bien espagnol. Mon petit frère commence à parler l'espagnol quand même pas pire. Moi, je suis le plus retardataire, mais je connais... Bon, mon allemand, j'ai pris allemand au collège. Mais ça commence à être très loin. Mais je peux... je veux pas dire que je vais me débrouiller, mais je peux peut-être reconnaître 2-3 mots au travers d'une phrase. Et par la suite, quand je suis arrivé au collège, j'ai fait mon collège en anglais au Québec. Donc, ça m'a permis d'apprendre encore plus l'anglais. Et en 2022-2023, j'ai eu la chance de faire le tour de l'Europe avec l'équipe nationale de biathlon comme Waxtech, le technicien de fartage, sur la Coupe IBU, là, pour ceux qui connaissent le biathlon, qui est le niveau juste en dessous de la Coupe du Monde. Puis bien évidemment, je suis allé à Linse-Heide, en Suisse, qui est vraiment une très belle place, incroyable. Mais veux pas, l'équipe canadienne avait quand même beaucoup... Tu sais, le Québec, c'est 8 millions d'habitants. Il y en a à peu près 7 millions qui parlent français comme langue maternelle. Puis au Canada, on est à peu près 40 millions. Donc, c'est à peu près un cinquième des
Canadiens qui parlent français. On pourrait dire ça, là, je ferai des mathématiques très, très grossières. Mais quand j'étais avec l'équipe canadienne en Europe, ça parlait majoritairement en anglais. Donc, ça a été une autre période de ma vie que j'ai aussi eu à pratiquer mon anglais de façon très quotidienne. Mhm, mhm. Effectivement, alors même ici en Suisse, on a 2 tiers de la population, je dirais, qui parle allemand, donc qui est germanophone, et puis on a une vingtaine de pourcents le français, et puis on a également une part italienne et une part romanche. C'est dans les Grisons, vers l'Enserheide justement, où tu as dû entendre une langue un peu étrange, une consonance un peu étrange. Bah, c'était justement ça. Donc je comprends tout à fait cette importance de d'apprendre les langues, de valoriser les langues et surtout d'aller rechercher un autre public. Si on se concentre peut-être alors uniquement sur la partie francophone, étant donné que finalement il faut toujours faire des choix aussi au niveau éditorial, parce que j'imagine que tu peux pas mener de front une bataille pour être numéro un et en français et en anglais. Mais c'était quoi la volonté de départ? Qu'est-ce que tu voulais régler comme problème avec ce podcast sport santé ou santé sport? Santé sport. Santé sport, pardon. Euh, je dirais que c'était très égoïste de ma part. Je ne l'ai pas fait pour personne. Mais depuis à peu près 2019, j'avais une idée de partir un podcast. Pas un podcast. Mais je me suis dit, je veux trouver un sujet qu'après 6 mois d'en parler à chaque semaine, je vais encore vouloir en parler. Et ça m'a pris 6 ans à trouver le sujet. Le sujet santé-sport, pour ceux qui m'ont côtoyé dans ma vie, quand je rencontre un nouveau professionnel de la santé, un ostéopathe, un chiro, un physio, un podiatre, un médecin, la première chose que je vais faire, c'est juste poser plein de questions. OK, ouais, mais genre, par exemple, un chiro, c'est quoi le craquage? Ah, ben, c'est des boules d'azote. OK, ouais, mais c'est tout ça qui fait le changement? Non, mais t'es pas obligé de craquer parce qu'on fait juste replacer les vertèbres. Fait que ça se peut que ça craque, ça se peut que ça craque pas. Mais si la vertèbre s'est replacée, la vertèbre s'est replacée. OK. Puis là, fil en aiguille, je commence à approfondir mes questions. Et j'ai le même pattern avec les sportifs. Un moment que je l'ai remarqué, c'était à peu près 3 mois, 4 mois avant que j'aille l'idée du podcast. Donc, en novembre 2024, je voyais une fille, puis c'était une ancienne joueuse de soccer du niveau universitaire. Puis, un soir, on s'est mis à parler de soccer parce que c'était pendant la Coupe du monde de soccer. Là, je lui ai dit « Ah, écoutes-tu la Coupe du monde? » Elle a dit « Non. » Je lui ai dit « Comment ça? » Ben, j'aime pas ça regarder le soccer. Je dis « Ouais, mais t'as joué pendant 18 ans de ta vie de soccer. Pourquoi tu préfères jouer le soccer que le regarder? Puis c'est quoi qui est différent entre les deux aspects? » Puis on a parlé de soccer pendant 1 heure de temps. Si c'est pas plus. Et à la toute fin, il me dit « Ah, Félix, merci parce que c'est la première fois que je parlais autant de soccer que depuis que j'ai arrêté. » Puis ça faisait 2-3 ans qu'elle avait arrêté, si je me trompe pas. Donc, à ce moment-là, j'ai comme fait « OK, non, autant un sport, je rencontrais quelqu'un qui fait du kayak de mer, je lui demanderais comment ça fonctionne, juste pour trouver le petit détail en arrière. Ouais. Et quand j'ai comme compris ça, ben, en faisant santé sport, quand j'ai eu l'idée quelques temps plus tard, j'ai re-eu en tête cet événement-là du mois de novembre précédent. Je me suis dit, OK, non, je suis de même depuis que j'ai 10 ans, 12 ans. Mes parents ont souvent dit que ma phase de pourquoi n'était pas terminée. Donc, quand l'idée du podcast Santé Sport est venue, OK, je peux interviewer des athlètes de des sports, pas de sport spécifique, parce que j'avais eu une idée de biathlon, de faire un podcast de biathlon. Mais on a un 6 heures de décalage avec l'Europe. Les Coupes du monde sont en Europe. Donc, si je veux faire de quoi, ben il faut que je me lève à 6 heures du matin si je veux que ça soit live. Veux pas en Europe, ben le biathlon, c'est pas une langue. Ben, il y a du français, il y a de l'allemand, il y a du norvégien, du suédois. OK, je prends quelle langue? Moi, je sais pas. Le polonais aussi, donc... Ouais. OK. Là, je me suis dit, ça me tente dessus. Moi, je suis un couche-tôt, lève-tôt. Donc, me lever rester
debout jusqu'à 2 heures du matin ou 4 heures du matin, c'est pas ça qui me tentait, autant que j'aime vraiment beaucoup le biathlon. Je me suis dit non, je vais rester dans les sports larges parce que ça fait 10 ans que je pose des questions sur n'importe quel sport. C'est sûr que dans 6 mois, je vais encore avoir le goût de découvrir des nouveaux sports. Mhm. Tu parlais de pattern en termes de réflexion et je trouve ça génial justement de pouvoir proposer quelque chose de large quand tu as une palette de sujets qui est large parce que c'est aussi un moyen d'être certain, bien évidemment, de ne pas être à sec en termes de sujets, mais est-ce que tu n'as pas eu peur peut-être à un moment justement de te dire bah, santé, sport, déjà la santé c'est un immense bateau, et si tu prends le sport ça fait deux bateaux collés côte à côte, est-ce que tu n'as pas peut-être un peu peur que les gens finalement ils sachent pas trop qu'est-ce qui les atteint quand ils viennent sur ton podcast? C'est une excellente question, ça, Hugo. D'un- de mon point de vue, quand j'ai eu l'idée du podcast Santé Sport, je voulais avoir une partie santé mentale au niveau de la compétition. Il y a quand même beaucoup de personnes, j'en étais un de ceux-là, qui pensent qu'être athlète de haut niveau, c'est la gloire tout le temps, c'est les médias, c'est le podium, que c'est une très belle vie. Mais il y a énormément de sacrifices qu'un athlète de haut niveau doit faire. Donc, est-ce qu'on fait du sport pour être en santé ou on a la santé parce qu'on fait du sport? C'est là que la réflexion peut arriver. Et pour moi, les deux éléments, oui, sont énormes, mais sont indissociables. Donc, je pourrais parler uniquement avec des athlètes, avoir plein de récits incroyables au niveau d'histoires de course, au niveau de parcours, mais un athlète a plus qu'une vie. Souvent, on l'appelle la retraite sportive. Donc, à 30 ans, ben, moi, ma retraite a été à 19 ans. C'est à 18 ans, c'est drôle à dire. Mais il y a des athlètes qui prennent leur retraite à 25, à 30 ans, puis il y en a qui le prennent à 35 ans, leur retraite sportive. Ce qui fait que, OK, bon, ben, si j'ai une opportunité de recevoir un invité ou une invitée qui a plus de 40 ans, qui est une ancienne athlète, ben oui, on peut parler de son parcours sportif, mais on peut-tu parler aussi du après? Comment ils s'en ont sorti de être sur un... Puis je l'ai vécu à petite échelle, là. Puis quand je dis petite, là, minuscule échelle, j'ai quand même été dans beaucoup de journaux grâce à des connexions, puis grâce à des résultats. Mais quand on est à un niveau de Coupe du Monde, notre horaire est planifié là, du lundi au dimanche. Hein. En termes d'entraînement, tu sais à quel mois. OK, bon, ben, le mois de novembre, on s'en va en Autriche. Ensuite, on s'en va en Suède. Le mois de décembre, on prépare la dernière tournée. Ben, on finit la première tournée. OK, jour de l'an. Oui, tu reviens au Canada. Non, tu reviens pas au Canada. Si tu reviens pas au Canada, tu t'en vas à tel hôtel. On va faire un camp pendant 2 semaines pour se préparer au deuxième tour. Ensuite, les championnats du monde. C'est réglé au quart de tour. Mais quand après ça, vous arrivez dans la vraie vie, qu'il n'y a pas personne qui te dit quoi faire à chaque mois, puis ton calendrier, parce qu'un calendrier d'un athlète de la Coupe du Monde, c'est un calendrier 4 ans. On s'en va aux Olympiques dans 4 ans. Donc, dans l'année 1, on va faire ça, l'année 2, on va faire ça, l'année 3, on va faire ça, pour qu'à l'année 4, tu sois rendu là. Tu sais, quasiment dans tes 4 prochaines années, tu vas être où? Puis, je veux juste prendre un exemple ben absurde. Le World Anti-Doping, l'Agence antidopage internationale. Ben, des athlètes qui sont identifiés sur des coupes internationales de tous les sports, là, qui sont sous cette agence, à chaque jour, ils doivent dire au moins 1 heure sont où. Puis là, je ne me rappelle plus c'est quoi le calendrier, si c'est 3 mois d'avance, si c'était 6 mois d'avance. Bon, pour que si jamais il y a un test aléatoire, ils sachent au moins t'es où. Puis il y a quelques journaux qui passent, l'article de journaux, blog, que vous allez voir, des nouvelles, que des athlètes ont manqué 1 ou 2 tests. Mais ça, manquer de test, c'est juste qu'ils étaient absents. Il avait dit, bon, ben, je vais être chez nous de 5 heures à 6 heures, puis finalement, il y a des amis qui t'ont appelé à 4 heures, tu t'en vas au restaurant, l'agence antidoping débarque, puis t'es pas là. Mais quand je dis que c'est réglé au quart de tour, c'est ça. Fait que pour revenir à ta question, la santé et le sport, pour moi, sont vraiment indissociables. C'est que quand tu prends ta retraite, tu vas avoir un autre job. Puis bien souvent, il y en a là-dedans qui vont aller dans le milieu de la santé. Tu en as des physios, tu as des chiros, tu as des kinésiologues aussi.
C'est le spécialiste de la science d'entraînement. Je ne sais pas si vous avez ça aussi en Europe, là, mais Oui. au Québec, ça s'appelle kinésiologue. Donc, est-ce que cette partie-là de leur vie académique, professionnelle, après le sport, est moins importante que leur parcours de leurs 20, 25, 30 premières années de leur vie à découvrir le sport et à compétitionner? Selon moi, non. C'est tout aussi important de parler de leur après-carrière, de leur côté professionnel, et ces connaissances-là, les connaissances qu'ils ont appris au courant de leur parcours sportif et de compétition vont impacter leur niveau de pratique. Fait que, pour moi, santé sport, ça me permettait d'aller large puis de poser les bonnes questions, tout en étant, je veux pas, rester focus. C'est pas un podcast d'affaires, là. Mhm. Oui, j'ai reçu, au mois de juin, j'ai un monsieur qui fait du sport, qui est dans le milieu du textile de sport. Donc, on a parlé de la business des chandails de vélo puis des cuissards de vélo. Mais on a parlé de ça, on a parlé de business à cause du vélo, pas de business en premier lieu, là. Ouais. Quand on entend les récits des invités que tu reçois, donc c'est des invités qui ont l'air d'avoir, en tout cas pour une part, une carrière sportive, donc ils se retrouvent finalement à vivre la vie, enfin ma vie d'amateur, ma vie de papa, de père de famille, donc je dirais, je serais tenté de dire une partie dans laquelle j'excelle. Par contre, ben, il y a peut-être aussi une partie de ton public qui, elle, va découvrir ce que c'est la vie de sportif d'élite, la vie de haut niveau. Donc, c'est un peu le vie ma vie. Donc, c'est quoi un peu ton public cible? C'est qui écoute le podcast? Au niveau des statistiques, je suis à 60% féminin, 40% masculin. Et si je me trompe pas, j'ai 70% qui sont dans le 25, 44, 50 ans là, à peu près, là. Donc, c'est des personnes qui sont très proches de mon âge, de mon style aussi. Donc, c'est des personnes qui veulent faire attention à leur santé. Puis, j'ai vraiment bien pesé mes mots. J'ai pas dit des athlètes ou des sportifs. J'ai vraiment dit des personnes qui veulent faire attention à leur santé. J'ai un épisode fort, pas fort, là, mais j'ai un épisode que j'aime nommer en exemple. C'est l'épisode 29 avec Mélissa Larivière. C'est une nutritionniste pédiatrique. Donc, quand je l'ai découvert, une nutritionniste pour les enfants. Quand je l'ai découvert sur les médias sociaux, je lui ai écrit, j'ai dit, je veux faire un épisode pour les enfants 0-12 ans. Je veux pas aller dans les ados, je veux vraiment rester pour les jeunes, puis les bébés, puis j'ai une nièce qui va avoir 4 ans là, à la fin du mois. Donc, ça a été un peu... Je l'ai pas fait pour moi, mais un peu. Et les trucs qu'elle a donnés tout au long de l'épisode, c'était des trucs que n'importe quel parent peut appliquer direct après d'avoir terminé l'épisode. Et là, des fois, maintenant, mes amis autour de moi commencent à avoir des enfants, ils commencent à devenir un peu plus vieux, puis là, ils me posent des questions. Ah, Félix, t'as-tu un épisode là-dessus? Ouais. Ah, elle veut pas manger. Ah, mais dans l'épisode 29, là, Mélissa a dit, pour les collations, on utilise tel concept. Ah ouais? Ah, hey, c'est pas fou. Fait que là, je commence à filer des informations à mes amis puis à les référer à mes épisodes de podcast comme ça. Et j'ai eu un collègue aussi qui me demandait que ses enfants jouent au soccer. Qui arrive et me dit, Félix, qu'est-ce que t'en penses, toi, du Gatorade? Ben, voici. Vous voyez, c'est pas des personnes qui sont nécessairement des athlètes semi-pro qui ont été professionnels, mais qui se disent un parent qui peut être insécure par rapport à la nutrition de son enfant, un parent qui peut être insécure par rapport à la performance de son enfant au niveau de la spécialisation dans un sport, quelqu'un qui veut commencer à perdre du poids ou juste à plus bouger. Bon, mais comment je fais pour pas me blesser en course à pied? Ben, mon épisode 27 avec Blaise Dubois, qui est un Suisse, qui explique comment prévenir ces blessures et comment débuter la course à pied sans se blesser. C'est tous des aspects que une personne veut avoir l'information. Puis c'est vraiment ça ma mission du podcast. Quand j'ai écrit le podcast, je suis un cas d'affaires, j'ai un bac en admin, j'ai eu quelques entreprises par le passé. Puis je suis quelqu'un de très organisé, donc j'avais une mission, vision, valeur pour le podcast Santé Sport quand il a été démarré. Et la mission était, et encore aujourd'hui, rendre accessible
l'information pour les personnes qui souhaitent l'avoir. Donc, il n'y aura pas de paywall sur le podcast, je l'annonce, puis je vais peut-être dans 5 ans vous retirer l'extrait puis vous le mettrez d'en face. Mais je ne veux pas mettre de paywall sur l'information parce que c'est la santé. Bon, excuse-moi, là, mais bâtard, là, c'est la santé. Tout le monde en a besoin. C'est pas de l'information, selon moi, qu'on devrait garder pour soi en arrière d'un paywall. Puis, écoute les 30 premières minutes, mais si tu veux les 30 dernières, amuse-toi puis paye. Non, c'est une conversation qu'on a pour votre santé, pour la santé de tous. Puis c'est un bien commun. Là, c'est de même que je le vois. Là. Je reçois des experts qui donnent leur temps et leur expertise au micro. C'est pas à moi de venir mettre après ça un montant pour avoir accès à l'information qu'un expert me donnait à moi. Donc, c'est vraiment ça. C'est pour ça que je le vois comme ça, des personnes qui veulent faire attention à leur santé ou en apprendre plus davantage, puis faire attention ou l'optimiser. Il y a plein de façons d'écouter le podcast et ces personnes-là vont être... Ils en mangent, là. J'ai quand même beaucoup d'éditeurs qui commencent à revenir énormément à chacun des épisodes, là. Ouais, je connais ça aussi. J'ai déjà accueilli plusieurs fois justement Blaise Dubois dans le podcast. J'ai eu l'occasion également de faire sa connaissance parce qu'il est venu donner une conférence en Suisse quand il était passé en Europe. Et puis, la plupart des propos que tu donnes, tout ce qui est paywall, etc., ça résonne effectivement en moi parce que, comme tu l'as très justement dit, on reçoit pas des experts, enfin, on a tous envie d'apporter quelque chose finalement, d'apporter notre pierre à l'édifice. Et puis les experts en général, les personnes que j'appelle les experts, quand elles donnent de leur temps pour partager leur expérience, elles le font gratuitement. Donc comme tu l'as dit, qui on est pour restreindre l'accès à une information, quand bien même c'est nous qui avons pris le bâton de pèlerin pour aller demander cette information ailleurs. Je trouve qu'avec un podcast, on a aussi cette responsabilité envers les autres aussi. Si on veut être, entre guillemets, détenteur, les premiers, les privilégiés, d'avoir accès à une information, c'est aussi notre devoir de pouvoir le rendre accessible au plus grand nombre. Et ça, clairement, je conçois. Et quand j'ai également fait ma VMVO, on appelle ça comme ça ici, valeur, enfin vision, mission, valeur, objectif du podcast, c'était effectivement ça. C'était clairement ça. Et ce que je trouve d'extrêmement intéressant, c'est que le podcast, il va fêter, c'est une année où il a bientôt fêté. Enfin, Il a fêté sa première année avec mes 30 ans, Ah, drôlement. c'est Mais ouais, le 2 avril, on a fêté la première année, le 52e épisode en français du podcast francophone. Donc, ça a été un épisode que je voulais faire, un épisode spécial. Mais je savais pas quelle idée. Puis, au mois de janvier, février, dans le temps des fêtes, je pense, quand j'ai dit, je vais commencer à réfléchir à ça, je me suis dit, un épisode sur les troubles alimentaires. Et ça tombait le jeudi de Pâques. Fait que je me suis dit, Pâques, on mange du chocolat tout. Après ça, l'été s'en vient, on va vouloir commencer puis perdre du poids, puis on va juste avoir cette mentalité-là. Je vais faire un épisode. C'est que j'ai écrit à une maison que j'avais déjà mentionné dans le podcast. Fait qu'une invitée, en fait. On va backtracker, là. C'est pas moi qui a parlé de la maison L'Éclaircie. C'est vraiment une invitée qui a été patiente, là. Que la maison L'Éclaircie a vraiment aidé. C'est une maison dans la ville de Québec qui accompagne des personnes avec des troubles alimentaires. Les TCA, le trouble du comportement alimentaire. Et quand je leur ai écrit, je leur dis, voici mon projet. Je veux faire un épisode spécial pour mes NS et ses troubles alimentaires. Et pour être bien franc, là, c'est un épisode que j'ai fait pour moi. Les deux invités sont pas connus sur les médias sociaux. Ils n'ont pas de page publique, vraiment. La maison L'Éclaircie, en plus, il y avait une grève sociale de ce milieu-là lors de la sortie de l'épisode. Je me suis dit, c'est un épisode qui pognera pas tant, mais c'est pas grave. C'est un bien. C'est un podcast que le message va être positif, qui va faire du bien au monde. On visait 1 heure, finalement, je pense qu'on a fait 1h50 parce que j'avais juste trop de questions. Puis les filles étaient vraiment intéressantes. Puis vraiment. Puis aussi, ils étaient pas.
la discussion c'était une belle vague. Donc, ça a juste coulé comme un petit ruisseau, des très belles relances. C'est pas un débat non plus. Pour ceux qui veulent écouter l'épisode, c'est pas un débat sur les troubles alimentaires, c'est juste moi qui pose toutes les questions qui me passent par la tête sur les troubles alimentaires, parce que je suis pas formé là-dedans. Et finalement, j'ai pas regardé les statistiques, mais la semaine passée, il était mon 8e meilleur épisode. L'épisode a vraiment pogné. Fait que, tu sais, des fois, on a des idées, on se dit, on va faire un épisode. J'ai vraiment l'impression qu'il pognera pas, puis finalement, c'en est un des ceux-là qui pogne le plus. Puis des fois, tu te dis, ah, lui, il va vraiment pogner, puis c'est lui qui pogne le moins. Mais après 1 an, c'est là qu'on s'en rend compte. Puis là, je sais que t'es rendu à 5 ans, là, si je me trompe pas. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre et beaucoup d'erreurs à faire. Mais, tu sais, c'est le fun que tu m'accueilles sur ton podcast, Hugo, pour partager cette passion-là aussi du podcasting, là. Oui, et dans les propos que tu indiques, je me reconnais dans ma tendre enfance, dans ma jeunesse, en tout cas du podcast. Alors ça fait effectivement 5 ans. Après, il n'y a pas toujours eu la même assiduité, ou en tout cas la même certitude d'être au bon endroit, au bon moment que maintenant, parce qu'il y a eu des périodes de doute, de toute manière, hein. Il y a quand même de temps en temps des périodes de doute, et puis c'est vrai que avec le temps, je sais quoi faire quand je commence à douter un peu de ce que je veux faire, de ce que j'imagine. Mais s'il y a une chose que j'ai comprise, en tout cas en 5 ans, c'est que il y a énormément d'épisodes où j'ai cru qu'ils allaient cartonner, et ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été Puis le en cas. termes de doute, là, on pourrait en parler longtemps. Là. Je passerai pas 5 minutes là-dessus. Là. Mais le 2e mois, le 3e mois, le 5e mois, encore l'année au mois d'avril, mars, ces mois-là, il y a eu des périodes que je me disais, je sais plus quoi faire avec le podcast. Ça me tente-tu encore? Un peu dubitatif face à la situation. Il y a toujours eu le karma, là, la vie, a fait en sorte qu'il y a eu un événement qui me dit « Ah oui, Félix, c'est pour ça que tu fais le podcast. » Le mois de mai 2025, c'est une de mes amies qui me dit « Hey, après tel épisode, ça m'a donné le goût de me remettre à courir. » Ben, dimanche, là, elle s'en va courir un 10 km. Elle n'avait pas couru, ça faisait 2 ans. Par la suite, au mois de juin, il y a quelqu'un out of nowhere dans une situation publique. « Hey, ton nom, c'est-tu Félix Tremblay? » T'es-tu l'animateur du podcast Santé Sport puis t'as interviewé telle personne? Ouais. Ah ben, à chanter, c'était vraiment un bon épisode puis tout, puis depuis ce temps-là, j'écoute ton podcast. OK. On a eu un party de bureau, OK? Le CEO de la compagnie pour laquelle je travaille, il vient me voir, il dit « Ah, Félix, je te présente ma fille. » Oui. Son chum, c'est tel gars, tu l'as eu sur son podcast. OK. Fait que, tu sais, il y a plein d'événements un peu farfelus des fois, puis des fois, majoritairement des très beaux moments que quand ça venait difficile, ces petits événements-là, ça veut dire, si jamais vous êtes les auditeurs d'Hugo, là, puis vous croisez Hugo là, à une course, là, parce que lui, il fait des podcasts sur des courses, là, allez le voir, là, puis il dit « Hey Hugo, j'aime ça, ton podcast, puis je l'écoute depuis X nombre d'années, X nombre d'épisodes. Mon épisode préféré, c'est le tel. » Ça nous fait tellement du bien, puis vous pouvez pas savoir que des fois, on peut être dans une période down par rapport au podcast, puis juste ce petit élément-là nous ravive la flamme, puis qui nous dit « Ah oui, c'est vrai, c'est pour ça qu'on fait ça. » C'est tout à fait juste ce que tu dis là, et j'ai eu la chance d'expérimenter ce genre de sensation-là où finalement tu te rends compte que il y a pas, je dis souvent ça, il y a pas que ma mère qui écoute mon podcast, ou ma mère et mes amis qui sont abonnés sur le podcast. Même quand tu vois le nombre d'abonnés, tu te dis mais non, c'est pas possible, c'est seulement ma mère, c'est ma famille et puis c'est tout. Et tu te promets, tu te dis ah Hugo, un tel, je suis enchanté, j'écoute ton podcast, j'ai adoré tel et tel épisode, comme tu le dis très justement. Et puis, les gens, tu t'intéresses à eux, tu leur poses des questions, tu leur demandes, ouais, comment tu t'appelles, etc. Puis, non, moi, c'est pas important. Je dis, si, justement, c'est extrêmement important. Dis-moi ton nom, pourquoi, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui t'anime au quotidien. Donc, c'est vrai. Tu sais, ça en revient à peu près une dizaine de minutes quand je mentionnais que le but du podcast, c'est de faire le bien aussi, puis de rendre accessible l'information. Ben, quand il y a quelqu'un comme ça qui vient nous voir, puis qui nous dit,
Hey, je me suis remis à courir à cause de toi. Je me suis inscrit à mon premier 10 km ou mon premier 5 km. Ouais. Ça me fait chaud au cœur, là. Oui, je mentionnais qu'au début, je l'ai fait pour moi par passion du podcast, puis que je voulais parler et juste me mettre des micros pour poser mes questions. Mais si ça fait le bien par la suite, ça nous fait tellement du bien, vous n'avez pas idée d'avoir des beaux commentaires comme ça. Non? Non, mais je le rejoins, je rejoins tout à fait ce que tu dis. Donc, première année terminée, donc 52e épisode. Donc maintenant, c'est une histoire qui est appelée à continuer. Quand on a débuté notre enregistrement, tu me parlais en termes d'actualité donc du podcast d'un enregistrement particulier qui s'annonce dans les prochaines semaines. J'adorerais que tu m'en dises un peu plus. Ouais. L'année passée, au mois de mai, en fait, ça a commencé au mois de janvier ou février. C'est une des premières grosses idées du podcast. Après le podcast, OK, je pars mon podcast, fine. La première grosse idée que j'ai eue, c'était de filmer un podcast au Centre Vidéotron, qui est l'amphithéâtre de hockey à Québec. Ça contient 17 000 personnes, si je me trompe pas. Me semble que c'est 17 000. Je me suis dit, hey, ça pourrait être intéressant. Il y avait un tournoi de volleyball qui s'en venait à Québec, la Volleyball Nation League, pour ceux qui la connaissent. C'est la coupe d'été du volleyball international. Donc, les meilleurs au monde, les équipes olympiques sont toutes là. Et par mon passé, j'ai eu la chance de côtoyer quand même plusieurs personnes du milieu sportif. Et j'ai parlé avec le comité organisateur, puis j'ai dit, hey, j'ai une idée pour vous autres, je vous en reviens. C'est que j'ai écrit un courriel, j'avais fait un photomontage du centre Vidéotron avec 2 chaises, un micro, c'était Canva style, là, c'était pas beau. Là. Projection. Et, ouais, exact, visualisation, puis je dis, hey, ça va être mon pitch de vente. Là, il dit, OK, on va faire ça. Je regarde ça, je te reviens. Parfait. Ben, finalement, on a enregistré un podcast au centre Vidéotron. Je veux pas me lancer des fleurs, puis je veux pas perdre les bretelles, mais j'étais le 2e podcasteur à enregistrer un podcast au Centre Vidéotron. Ça a été mon épisode numéro 6. Juste le mettre en perspective. Là. Absolument. Donc, on a organisé ce podcast-là. L'autre qui l'avait fait, c'était un humoriste, c'est Mike Ward, si vous le connaissez en Europe. Je sais qu'il fait quelques tournées en France, puis c'est aussi un humoriste bilingue. C'est pas de lui que je tire mes idées, là, mais c'est l'humoriste le plus connu au Québec. Il avait enregistré un podcast qui est un épisode / humour au Centre Vidéotron devant le public. Donc, j'ai quand même été le 2e à faire ça. Et là, cette année, on le refait. La semaine prochaine, là, au début mai, on va aller enregistrer un podcast à nouveau au Centre Vidéotron parce que la VNL revient cette année. Puis là, on va recevoir les filles. L'année passée, c'était les hommes. Cette année, c'est les filles. Les femmes. Donc, on va avoir un très beau tournoi incroyable. On retourne là. Mais le mardi, ça, c'est mon jeudi, puis mes semaines sont pas tout le temps de même. Le mardi, je m'en vais à Montréal, qui est à peu près à 3 heures de route, enregistrer avec le propriétaire de l'équipe de basket de Montréal, l'Alliance de Montréal. Un peu le même concept. Là, le terrain, il n'est pas encore prêt, mais on va être dans une loge. Donc, ça va être très intéressant. Puis, c'est un concept que quand j'ai monté le studio chez nous, j'avais besoin de caméra, mais j'ai remarqué par la suite que le podcast est mobile. Donc, la première fois que je l'ai fait, c'est à l'Université McGill avec des filles de l'équipe féminine de volleyball de McGill. Donc, j'ai amené toutes mes caméras dans mon char, j'ai monté ça. Ouais. Puis, je regarde mon calendrier, là, mais en mars, j'ai enregistré avec l'équipe de soccer des Roses de Montréal avec Gabrielle Lambert, qui est une goaler qui a joué en France, qui a joué en Allemagne devant 45 000 personnes. Donc, puis ils m'ont invité dans leur centre d'entraînement. Fait que si vous voulez voir un épisode qui est vraiment beau, commencez par lui, l'épisode 6.
Puis là, il va être sorti... Vous allez avoir 2 épisodes au Centre Vidéotron qui sont quand même vraiment incroyables. Si je me trompe pas, 59 et 6. Les 2 épisodes au Centre Vidéotron. Puis l'épisode avec Gabriel, qui est le 52, 53, 54, 55 à peu près. C'est un épisode que visuellement est très beau. On est sur un divan, là. Puis sur le mur en arrière, c'est un mur de... On pourrait dire, attends, je suis en pied, là, mais un 8 à 10 mètres. Puis t'as le logo des Roses de Montréal en arrière de nous. C'est juste incroyable, Hugo. C'est hallucinant. C'est hallucinant. T'as quand même déjà vécu en peu de temps quand même des magnifiques aventures et des magnifiques projets. Si tu te projettes à aller à l'épisode 104, donc après 2 ans, il se passera quoi cette prochaine année pour ton podcast? Je sais pas. Je vais être vraiment plate, je le sais pas. J'avais un plan pour 2026, OK, avec le podcast. J'avais un plan d'avoir un gros épisode par mois avec une personnalité très connue et tout. J'ai été un peu victime de mon succès dans le sens que je reçois quand même beaucoup de courriels pour venir sur mon podcast, DDM. By the way, si vous êtes auditeur, vous êtes un athlète en Europe et que vous voulez venir sur le podcast, commencez par écouter un épisode, voir mon style. Et si jamais ça vous intéresse de venir, vous pouvez m'écrire. Mais en date d'aujourd'hui, je suis rendu à planifier les épisodes du mois d'octobre 2026. Et là, on est fin avril. Donc, on est fin avril. C'est juste débile. Là. Il y a du monde qui m'ont écrit la semaine passée et je leur dis, ben ton épisode va sortir en septembre. On peut enregistrer en juin, juillet, mais ton épisode ne sort pas en septembre. Là. Sois-en au courant. Là. Ouais. Donc, en étant un peu victime de mon succès comme ça, mon plan a juste complètement tombé à l'eau parce que j'avais juste une liste à pu finir de noms de personnes intéressantes à recevoir aussi. Là. Je fais quand même un certain filtre. Mais pour l'année prochaine, honnêtement, je ne sais pas si... C'est sûr que quand je t'ai vu en fin de semaine à aller sur les courses puis faire de quoi live, ça m'a donné une petite idée. Mais... Je le sais pas. C'est sûr que j'aimerais... C'est toute la partie en arrière du podcast que j'aimerais un peu plus déléguer, peut-être avoir une équipe pour éditer puis faire des choses. Il y a beaucoup de personnes... Il y a pas beaucoup, là, mais il y a quelques personnes qui me disent, ben là, tu as sorti 2 épisodes, tu seras en fin août, octobre. Je suis comme, ouais, mais c'est parce que à un moment donné, je veux des breaks aussi. Enregistrer 2 podcasts, tu sais, dans le fond, février, mars, j'ai enregistré entre 3 et 4 épisodes par semaine. Donc, c'est ce qui a fait en sorte que là, je me rends à début octobre. Mais enregistrer à 2, ben là, début octobre, ça veut dire août, il faut que je continue à enregistrer. Là. Ça veut dire que ça devient quand même une certaine pression. Il y a des projets aussi qui s'en viennent. Donc, il y a tout ça qu'il faut venir colmater ensemble. Il y a arranger ensemble. Ce qui fait que ça prévoir l'année prochaine, ça va être très difficile. Mais je suis quand même mobile. Fait que ça me permet les idées folles que j'ai. Puis si jamais vous êtes un auditeur, auditrice qui écoutez le podcast, là, une chose que vous devez savoir, oui, Hugo a dit que j'ai eu des choses quand même incroyables, des épisodes incroyables. J'ai jamais eu peur de me faire dire non, de me faire ghoster. Le nombre de courriels, de DM que j'ai envoyés qui ont resté sans réponse, où je me suis fait dire non. Pensez à un chiffre, puis faites x10. Puis, ceux-là qui ont fonctionné, ils ont fonctionné. Puis, ils ont fait en sorte que ce que le podcast est présentement. Puis, tu sais, la réalité, c'est que oui, j'ai quand même un très bon réseau de contacts. Mais avoir un athlète olympique ou avoir un athlète de l'équipe nationale de n'importe quel sport, et s'ils sont pas de ton pays, ça devient... C'est très difficile. Oui. C'est énormément difficile à avoir. Autant d'avoir une réponse qu'après ça, de céduler l'enregistrement. Et aussi, je sais pas si toi, Hugo, ça t'est déjà arrivé, mais il y a des invités. Quand il y a des invités qui sont une très grosse notoriété, des fois, tu peux recevoir de des agents, des messages. Voici quoi tu n'as pas le droit de parler. Voici c'est quoi qui vient promouvoir. Mais là, ça m'est arrivé une fois cette année.
en tant, en tant qu'animateur du podcast, hein, OK, ben, moi, mes compétences d'animateur doivent être augmentées. OK, je peux pas poser n'importe quelle question. Le petit carton qui me disait quoi que j'avais pas le droit de parler, je l'avais pas devant moi Ouais. pendant l'enregistrement. Il fallait que je me rappelle dans ma tête de, OK, il faut faire attention à la langue que tu vas prendre. Mhm. Donc, ça a été une montée en compétence, cet événement-là, qui Mhm. fait en sorte que si jamais j'ai d'autres invités qui sont beaucoup plus connus, OK, je sais que ça peut arriver. Ouais. C'est une préparation, enfin c'est une formation finalement un peu sur le tas par rapport aux invités que tu as, ça c'est clair. C'est J'ai- loin de mon fichier Excel de finances que j'avais à l'université. Avec des personnes éminemment importantes, certainement, certainement. Je ne sais pas si il y a un message que tu aimerais transmettre à mon audience, aux Suisses, aux Français, aux Belges qui vont te découvrir et aux Québécois finalement qui te connaissent peut-être pas ou qui te connaissent mais qui vont te découvrir sous un autre angle. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Ayez du plaisir. Soyez pas trop sérieux. Euh, Autant dans le sport que dans la vie. C'est un peu la philosophie qu'on a sur le podcast. Si tu as besoin, puis j'en suis le meilleur exemple, je me suis suivi la semaine passée. Ça a été une semaine que j'avais quand même beaucoup de rattrapage à faire sur le podcast. Je m'entraîne quand même 6 jours par semaine. Ben, la semaine passée, je me suis dit, regarde, l'entraînement, là, présentement, si je le continue, là, je vais plus me brûler qu'autre chose. J'avais plus de fun à aller courir. Ben, là, le timing a quand même bien fait. C'était une semaine qui pleuvait. Puis samedi, j'ai eu un enregistrement avec un athlète qui fait des Ironman. Et pendant l'épisode, en j'ai fait, là, il faut que j'aille en vélo. Fait qu'on a terminé l'épisode et je suis parti en vélo avec le gros sourire. Puis là, ça fait 5 jours en ligne que je bouge avec le sourire à chaque fois et que j'ai le goût de sortir. Mais si j'avais pas pris cette pause-là, si je m'avais continué à mettre autant de pression, de continuer, c'est sûr que j'ai quand même beaucoup d'expérience avec mon corps puis mon énergie, mais j'avais plus de plaisir à bouger. J'ai pris la pause nécessaire, puis ça m'a permis que là, j'ai le sourire quand je vais bouger. Ça va me permettre de durer dans le temps. Puis si c'est un conseil que vous pouvez retenir de cet épisode-là, c'est vraiment, tu sais, have fun, ayez du plaisir, ayez le sourire. Pas obligé de courir des ultra-marathons pour être en santé, puis être heureux. Jouer avec ses enfants, pelleter, tondre la pelouse, faire du jardinage avec sa femme, aller prendre une marche dans le bois, aller découvrir un nouveau quartier, une nouvelle montagne. Ben, c'est ça, vous allez avoir du plaisir puis vous allez être heureux, là. Magnifique. Je te remercie mille fois pour ces jolis mots. Et puis, je serais tenté de dire, il n'y a plus qu'à organiser une visite, soit au Québec, soit ici, pour faire connaissance officiellement. Mais en tout cas, je te remercie mille fois, mon cher Félix, pour cette interview. Longue vie au podcast Santé Sport. Et puis, au plaisir de discuter ici et là avec toi. Ouais, merci à toi, Hugo, pour de m'avoir reçu. Et là, on va sortir des épisodes à peu près en même temps. J'ai reçu aussi Hugo sur mon podcast. Et bien évidemment, là, sur les médias sociaux, vous pouvez trouver Podcast Santé Sport. En anglais, c'est Health Sport Podcast. Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, Apple Music, Listen Note. Puis si vous allez sur Instagram, vous allez trouver mon Linktree, puis vous allez avoir tous les liens. Il y a aussi le site web podcastsantésport.com avec toutes les informations, les petits codes promo, nos annonceurs, puis les dernières nouvelles. Puis vous pouvez même commander de la merch, puis on l'a validé, là. C'est disponible pour l'envoi en Europe. C'est que vous pouvez commander des tasses, des chandails, des hoodies, comme que j'ai présentement. Fait que gâtez-vous, puis allez découvrir cet nouvel univers. On a un certain accent des fois. On peut parler québécois, mais je reçois de temps en temps des personnes de l'Europe. Et il y a un épisode qui s'en vient en octobre. Justement, je viens de réfléchir à que je suis rendu à mi-octobre. J'ai un épisode en octobre de planifier. Puis sinon, j'avais reçu Léa de la France. Mhm. Donc, si jamais vous avez peur de l'accent, ben peut-être que ça pourrait être le premier pied à se mettre les orteils dans l'eau avant de sauter à 2 pieds joints.
Ça a été fantastique, ça a passé crème, comme on dit chez nous. Donc, exercice à refaire. À très vite, mon cher Félix. À bientôt, Hugo.